Ça, c'est moi. Que dire? J'aime bien savourer les petits moments de la vie. L'odeur du café le matin, le bruit de la pluie en Bretagne, le crépitement d'un feu de cheminée, et aussi percer les alvéoles des papiers à bulles. Ça, j'adore. J'aime bien rigoler, d'ailleurs, j'ai l'humour surtout. Enfin, à une exception près, la sécurité. Ah non, je rigole pas avec ça. Ah oui, parce que je vous ai pas dit, en fait, je suis RSSI. Mon métier, communiquer, expliquer, convaincre. Bon, Michel, c'est simple, au vu de votre projet, j'ai le sentiment qu'il y a quand même pas mal de problèmes. Alors, je m'explique, on a détecté plusieurs failles qui clairement pourraient faire exploser la volumétrie des alertes au niveau du SOC. Non mais bon, par exemple, typiquement, on est dans une combinaison de failles qui pourrait nous exposer à des attaques de type DDoS exécutées par des postes zombies, voilà. Vous me suivez? Je veux dire, un zombie, un botnet, voilà, je parle de trucs classiques, hein, Bobax, Ruststock, Grum ou Megadé. Ça va, Michel? Hey, vous me suivez? Ça va pas être possible en l'état, Michel. Le comité de sécurité validerait jamais un truc pareil. Je suis désolé. Avec le temps, j'ai donc appris à adapter ma communication afin que mon message passe mieux, à base de mots simples et efficaces. C'est non. Mais c'est toujours non avec vous. Écoutez, mais Michel, il vous dit flûte. Excusez-moi. Hein. Non mais, vous plantez encore mon business case. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on continue comme ça, d'abord, on va perdre des clients. Ouais, ensuite, l'entreprise, elle va fermer. Et après, on va tous s'entretuer pour pouvoir se nourrir. Hein? Tout ça à cause de votre paranoïa. C'est ça que vous voulez, hein? C'est ça que vous voulez? Là, il existe deux possibilités. La méthode légitime, la plus évidente, et la méthode la plus efficace, celle basée sur la parole. Michel, il y a des risques importants liés à votre projet en l'état, mais on va travailler ensemble pour trouver des solutions. Ah ouais? Et vous pouvez m'expliquer comment on trouve des solutions qui ne fassent pas perdre du temps et de l'argent? Alors, c'est simple, on va créer un ensemble de procédures visant à sécuriser les postes concernés par votre projet. Et puis pour gagner du temps, moi mon conseil, c'est d'arrêter d'aller sur le site coquineluminous.com. Ça serait pas mal. Oui, c'est pas mal. Pas mal. Merci. La diplomatie est très importante dans mon métier, mais je suis aussi là pour aider les autres à rester vigilants. Ah, au fait, Michel, vous serez gentil aussi de changer votre mot de passe, là, AZERTY. Comment vous connaissez mon mot de passe? Sans doute parce qu'il est écrit en gros sur un post-it qui lui-même est collé sur votre poste de travail. Oui, mais j'en ai 10 de mots de passe, faut bien que je m'en rappelle. C'est important, les passwords, Michel, c'est un principe de base. Hein. J'ai quand même pas à vous rappeler ça. Si, justement, parce que Michel, il est humain, et Michel, il a des défauts. Et j'avoue, parfois, je vais à l'efficacité. Ici, une nouvelle fois, deux possibilités. La première, la plus logique. Allô, oui. Oui, monsieur, bonjour. Ah. Monsieur, je me permets de vous appeler parce que je me suis dit que vraiment, il fallait communiquer beaucoup plus sur les basiques en matière de sécurité. Oui, très bien, très bien. Merci, monsieur. Merci, mais j'imagine quelque chose de simple, à base d'affiches, de brochures, mais en tout cas, voilà, j'ai besoin de lever un budget. Mais petit, hein. Ah. Bon, écoutez, je passe sous un tunnel, là, on se rappelle plus tard. D'accord? Allez, Allô, salut. monsieur? Bref, pour garder un niveau de vigilance élevé chez les autres, mieux vaut choisir la seconde possibilité, celle qui consiste à faire avec les moyens du bord. When I was little, I would say I wanna be that guy. Now I look at him and say I wanna be that white. I got my own style, you can see that right. I'm a star, but a star couldn't be that bright. Ha, see that light? That's creativity, a superhuman's natural ability. He's deep, run to come see me. It can't be hard, he makes it look easy. Easy, wow. Voilà, en clair, dans mon métier, je dois cumuler diverses casquettes. Et même si la plupart du temps on ne se rend pas compte de mon travail, Ok, ça va, j'ai compris pour les mots de passe.
je garde le temple. Somebody else, then please yourself, cause I'ma free myself, I'ma be myself, I'ma lead myself, I don't need your help, just be myself and I'ma be myself. You wanna be somebody else, then please yourself. Alors on a failli appeler cette vidéo « Oser dire non », mais on n'a pas osé. Alors, je me présente, je suis Vincent Marfin. Je suis responsable de l'activité IT Security, Cyber Security de Thales et j'ai le plaisir de vous mener dans cette discussion ce soir sur notre thème qu'on a qualifié « Mobilité sur un nuage ». Alors parfaitement symbolisé par ce pictogramme qui va nous suivre, ou plutôt nous survoler tout au long de ce propos. Alors la dynamique du sujet est bien connue, hein, battue et rebattue. D'une part, la recherche d'efficacité, à travers la mutualisation des moyens informatiques, la transformation de budget d'investissement en budget OPEX, et puis les usages mobiles qui se développent à la fois sur la base de l'augmentation de l'efficacité, de la productivité des agents de l'entreprise, et puis toute l'envie, le push. Ce matin, Patrick Paillou disait la technologie est là, il faut faire avec. C'est ces deux facteurs dont on va débattre ce soir. Le point de vue de Thales, nous pensons que ces deux facteurs sont liés. Alors liés à la fois d'un point de vue besoin, on considère le cloud comme un accélérateur de tout ce qu'on peut faire d'un point de vue mobilité, et inversement, on irait même jusqu'à dire que la mobilité, le mobile computing est un des drivers business du cloud. On aime bien dire la killer application du mobile computing, c'est le cloud, et la killer application du cloud, c'est le mobile computing. Alors, malgré ces statements un peu affirmatifs, ce soir, on veut aller un petit peu au-delà du hype, de ces thèmes battus et rebattus, et qu'on aille chercher auprès de vous les gardiens du temple, hein, comme c'était décrit précédemment. Vous avez remarqué que le RSSI est bien habillé, plutôt un bel homme. On a bien choisi notre présentation. Quelles difficultés vous rencontrez, vous, en tant que gardien du temple, pour ces déploiements-là, de manière pratique, et je remercie par avance ceux d'entre vous qui ont participé aux échanges, dont vous allez voir quelques extraits juste après. On a le témoignage du RSSI d'un groupe industriel, du RSSI d'un groupe de distribution, du RSSI d'un ministère, et puis on a mis dans le mix aussi le RSSI du groupe Thales, pourquoi pas, puisque la problématique de sécurité et d'informatique concerne aussi le groupe Thales et fait partie de nos missions. Donc je vous propose de partager ces interviews quelques moments et nous reviendrons ensemble juste après. Donc je ne suis pas certain qu'à l'heure actuelle, on ait vraiment une vraie compréhension des risques et des menaces. En termes de sécurité système d'information pour le groupe, je pense qu'un des points principaux sont les attaques ciblées. Les menaces, c'est plutôt l'usage croissant des nouvelles technologies qui va accroître les menaces. Thales, évidemment, est soumis à ce type d'attaque. Les attaques n'ont pas fondamentalement changé, elles se sont améliorées au point de vue technique. Ce que l'on peut observer principalement, c'est qu'on en a moins, mais c'est qu'elles sont bien meilleures. L'évolution à la fois des attaques et des parades qu'il faut mettre en place et déployer est un des challenges probablement des mois et des années qui viennent. Alors au niveau de la mobilité, pour nous, il est clair que l'enjeu principal, c'est de trouver une limite entre le pro et le perso. Quand cette limite est floue, on a tendance à sous-estimer la valeur de l'information d'entreprise et du coup à la faire transiter dans une sphère qui a un niveau de sécurité inadapté à cette qualité de l'information. On a un nouveau DSI qui est arrivé donc avril-mai 2011. Et il a demandé de déployer des smartphones parce qu'il y a un enjeu d'attractivité, d'image qui est très fort. Je fais partie de cette fameuse génération, nouvelle génération qui a un peu tous les mots de la société, donc qui utilise son smartphone, qui veut venir dans l'entreprise avec son propre terminal. Voilà. Chacun apprécie les choses différemment, même y compris au sein des dirigeants d'entreprise. Certains ne sont pas conscients qu'il y a des choses qui pourraient être, des données qui pourraient être perdues, volées ou autres. Nous réfléchissons très activement, justement, à toutes ces problématiques de tablettes, smartphones, notamment avec l'ANSSI et des notions de smartphones sécurisés. Cette problématique de garantir la confidentialité de l'échange voix avec le GSM
et un de nos axes aussi qui rentre dans cette catégorie de la mobilité et du BIOD. Donc c'est vraiment quelque chose qui est au cœur de notre réflexion. On n'est pas encore très avancé sur le sujet, mais c'est vraiment quelque chose qui vient et qui monte en puissance. L'autre enjeu pour nous, c'est le cloud. Accompagner le cloud avec notre vision sécurité. Donc toujours avec cette notion de protection du patrimoine informationnel. Concernant le cloud, je pense qu'une des demandes aujourd'hui est que les coûts de l'informatique réduisent. Il y a des choses qu'on aurait pu sans doute mettre dans le cloud, mais pas tout. Il y a quand même beaucoup d'applications sur lesquelles on a quand même des craintes en matière de sécurité. Il faudrait que la professionnalisation des gens qui font de la virtualisation et qui offrent des services de cloud soit vraiment beaucoup plus tournée vers l'utilisateur et son besoin, et en particulier réglementaire. Thales travaillant dans le domaine de la sécurité, il est absolument nécessaire de prendre toutes les précautions qui vont bien, à la fois dans le choix des fournisseurs et dans la sécurisation globale du système et des liaisons. C'est-à-dire que nous avons un besoin de transparence totale sur la gestion, sur la sécurité, sur l'administration, sur la protection des données dans le cloud, sur la sauvegarde qu'il peut y avoir derrière, sur effectivement tout un tas de sujets. Tout dépend du niveau de confidentialité, du niveau d'intégrité des données que l'on doit manipuler dans les applications en question. Il est évident que pour une application qui traite de données non sensibles pour l'entreprise et de niveau d'intégrité moyen, un software as a service est tout à fait acceptable. On a un programme complet de virtualisation pour qu'on passe en mode cloud dit privé, ce qui sera une étape pour qu'un jour on puisse passer en mode cloud externe. La solution de sécurité dont je rêve. Oui, mais ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse avoir un système d'information industrielle qui soit aussi sécurisé, sécurisable que le SI d'entreprise. L'outil dont je rêverais, ce n'est pas forcément un outil qui fasse tout, c'est un outil qui arrive à me simplifier tout. Et surtout, un outil qui me permettrait de déposer sur le bureau des autorités une synthèse qui est compréhensible par eux. Pour moi, un des points importants, c'est que la sécurité des systèmes d'information participe à la construction du système d'information, parce que c'est comme ça qu'on permettra d'optimiser la notion de coût et la notion de sécurité. Le responsable sécurité système d'information aura tendance à demander de plus en plus de sécurité, bien entendu. Le responsable informatique aura tendance à essayer de trouver des solutions qui sont les moins chères. Donc il faut trouver un juste équilibre entre les deux. Et donc c'est par le dialogue entre le DSI et le RSSI qu'on obtient ça. Alors, qu'est-ce qu'on a entendu dans ces témoignages? Pour ma part, j'ai relevé quelques mots particuliers. J'ai entendu le mot confusion, quand on a parlé de la confusion entre la sphère privée et la sphère professionnelle. J'ai entendu au sujet du déploiement des... Alors maintenant, on dit phablets, j'ai appris ça dans un atelier cet après-midi, smartphone, tablette. Au sujet du déploiement des phablettes, une problématique d'image, donc d'envie, de génération. À Thales, il y a quelque chose qu'on appelle le VDS, le VIP Dropbox Syndrome. C'est-à-dire certains acteurs de l'entreprise s'organisent pour ponter leurs données d'entreprise à travers un cloud souvent gratuit, pour faire le lien entre leurs différents moyens de traitement. J'ai entendu le mot transparence aussi, besoin de transparence sur les mesures mises en œuvre par un prestataire de services cloud en particulier. Le mot réglementaire a été utilisé aussi, comment votre CSP va pouvoir satisfaire les contraintes dont vous-même êtes responsable et qu'il faut lui déléguer. On a aussi entendu parler un des RSSI de la nécessité pour éviter l'opposition traditionnelle entre coût et sécurisation de travailler en amont sur les architectures. Et puis une demande de simplification, j'ai également entendu, simplification en vue d'obtenir le même degré de certitude que l'on avait ou que l'on a dans un périmètre d'entreprise traditionnel et fermé. Alors ceci dit, un petit rayon de soleil malgré tout dans ce paysage, le cloud à travers la mutualisation des ressources remplit a priori ses promesses d'étalement, de transparence du total cost of ownership, prédictabilité des budgets, flexibilité de l'ouverture du service, d'élasticité, capacité à étendre rapidement le service disponible. On pourrait même dire a priori une défense et une reprise sur sinistre plus sûre que ce que certaines entreprises pourraient avoir par elles-mêmes.
Mais bien entendu, et vous le savez déjà, je vais le balayer rapidement malgré tout, un certain nombre d'inconvénients et de risques sont en exact miroir de ces avantages. Typiquement, qui dit mutualisation dit potentielle difficulté à garantir l'isolation des ressources, qui dit accès à un nouveau service rapide, dit potentiellement perturbation de l'interface d'administration de ce service lui-même qui devient plus ouverte, donc qui est fragile. La difficulté à assurer une implémentation de conformité réglementaire pour tous. Je me rappelle que ce matin, dans les questions, dans la discussion, on a évoqué, une question a évoqué des recommandations de la CNIL qui allait, si vous allez voir ces recommandations sur leur site, va jusqu'à recommander des clauses contractuelles à faire insérer dans votre contrat de CSP pour vous protéger. Et ça fait partie de la marge de négociation qu'on a avec un CSP d'envergure dont parlait Patrick Pailloux ce matin. Et bien entendu, tous les problèmes associés à la délégation qui fait que les acteurs internes du CSP ne sont pas connus par vous-même et qui fait que, bien évidemment, votre gouvernance est réduite, voire totalement absente. Alors, le dernier point sur lequel on va creuser un peu plus, c'est la chaîne de protection de données, comment cette chaîne de protection de données s'étage de votre environnement jusqu'au cloud. Et pour creuser ce point-là, on va encore aller chercher des éléments du réel. Thales a lancé une étude d'envergure avec l'Institut Ponemon, qui est un institut américain, concernant la pratique de protection des données auprès des CSP et des modes de responsabilité conjoints entre les différents acteurs. Alors c'est une enquête d'envergure qui a couvert plus de 4000 répondants, principalement des personnes ayant des responsabilités dans une organisation de type DSI, et dans 7 pays, donc pas seulement en France. Et vous allez voir un certain nombre de résultats différenciés par pays, ces pays étant les États-Unis, l'Angleterre, l'Australie, l'Allemagne, la France, bien entendu, le Japon et le Brésil. Donc on va rapidement parcourir un certain nombre de données qui, vous allez le voir, sont, de mon point de vue, assez édifiantes. Le point d'entrée dans cette étude consistait à comprendre et savoir si les organisations auditées transféraient des données sensibles sur le cloud. On voit là un résultat assez homogène qui témoigne d'une pratique que nous connaissons tous, je pense. Le fait qu'aujourd'hui, nous transférons des données qu'on peut considérer sensibles dans un environnement externalisé. Pour la moitié des répondants, c'est déjà le cas. Alors, de façon plus personnalisée, on a demandé derrière quelle était alors soit la compréhension, soit l'implémentation de la chaîne de responsabilité entre le client et le fournisseur du cloud. Là, on voit apparaître des discrepancies, des grands écarts d'une population à l'autre. Les pays anglo-saxons, donc États-Unis, Angleterre, Australie, pour moitié considérant que la responsabilité est d'un côté ou dans l'autre, et on voit un certain nombre de pics, notamment la France, qui veut s'appuyer sur le CSP pour assurer une protection des données qui lui sont confiées. Là où ça se gâte, c'est que la question suivante qu'on avait posée concernait la connaissance ou la méconnaissance par le client des mesures que prend le CSP pour protéger les données qu'on lui confie. Et là où ça fait très mal, en particulier pour la France, c'est que les pays qui s'étaient déclarés le plus en confiance en transfert de responsabilité vis-à-vis du CSP, c'était l'Allemagne, la France et le Japon de mémoire, et le Brésil de mémoire, sont ceux qui déclarent explicitement méconnaître les mécanismes de protection mis en place par leur CSP. La toute dernière question, et je m'arrêterai là, qui fait encore plus mal, quelque part, correspond à la perception d'évolution de la situation de MCS du client donné, qui considère dans une très large majorité des cas, c'est vrai sur l'ensemble du panel, encore plus vrai pour la France, que leurs conditions de sécurité s'est dégradées. Donc si on résume, par exemple le cas d'une DSI française, dans la moyenne de cette consultation, considère 1, transférer des données sensibles sur le cloud, 2, que c'est de la responsabilité du CSP d'assurer leur protection,
3, malgré tout, déclarent ignorer ces mécanismes de protection mis en place, et donc, en résultante, avec une lucidité qui fait mal, admet que la posture de sécurité de l'organisation s'est dégradée. Donc c'est véritablement alarmant, et sans aller jusqu'aux prophéties de Steve Wozniak, ça mérite malgré tout de creuser un peu plus cette notion d'acteur et de responsabilité à travers ce schéma que je vais utiliser, dans lequel, de manière assez globale, on voit le CSP, à droite de l'image. Alors l'entreprise au sens de son périmètre traditionnel, intranet, contrôlé, fermé, des usagers mobiles qui vont vouloir accéder aux ressources distribuées et mutualisées, et puis une notion un peu nouvelle que l'on a qualifiée ici de médiateur, qui apparaît dans certaines réflexions d'architecture et qui peut venir fournir des services d'authentification ou de gestion de droits d'accès différenciés, voire même de gestion de clés de chiffrement pour l'ensemble de l'écosystème. On va rentrer un petit peu plus en détail sur le point de vue de chaque acteur. Alors, dans le cas du CSP, là on est dans un environnement de responsabilité contractuelle défini. Si vous avez pris la précaution en résonance par rapport aux recommandations de la CNIL que j'évoquais tout à l'heure, de vous assurer du service que vous attendez, que vous l'avez explicité dans vos clauses contractuelles, on est dans un cadre relativement simple et détouré. En revanche, la dernière question qui reste, c'est celle que l'on évoquait auparavant, à savoir est-ce que le CSP fait partie de votre liste de risques, de votre analyse de risque, en fonction de sa supply chain, en fonction de son origine, est-ce que lui-même devient un risque? Donc c'est le principal, je dirais, écueil de ce point de vue. Si ensuite on s'intéresse au périmètre de l'entreprise, mais là encore dans un sens traditionnel, intranet fermé, comme nous le savons tous, les moyens de contrôle sont présents. Si l'entreprise s'organise de manière convenable, ce périmètre va être contrôlé, sécurisé si les mots de passe sont établis avec la bonne police. Ce périmètre est sécurisé. L'écueil principal dans ce cas-là, c'est que ce périmètre a éclaté. Il n'a plus la même consistance, ce qui nous amène à considérer le point de vue du endpoint mobile. Alors, vous savez que nombre de solutions apparaissent sur le marché. On en est un acteur, mais il y en a bien d'autres, de sécurisation forte des endpoints mobiles, jusqu'à de l'authentification par certificat matériel, jusqu'à une distinction forte entre les environnements privés professionnels pour permettre des usages duaux, etc., etc. Alors, ces solutions commencent à émerger et sont, pour certaines, matures. En revanche, on voit apparaître une grande complexité de gestion de ces endpoints, toutes les problématiques de gestion de flotte, de cohérence par rapport aux accès de données en fonction du contexte, et à la distribution des clés de chiffrement en particulier entre les différents éléments de l'architecture, correspond à une vraie complexité qui peut amener à l'utilisation de cet élément-là que j'évoquais tout à l'heure, qui va résoudre et donner une cohérence sur ces fonctions pivotales que j'ai évoquées. Authentification, gestion des clés, gestion de droits d'accès différenciés, etc., etc. Alors, ce type de solution permet d'homogénéiser l'architecture. En revanche, ce type de service défini de manière générique ne va pas forcément être finement adapté aux besoins de l'entreprise donnée et pas forcément s'interfacer avec l'ensemble des applications, des fournisseurs de manière compatible ou suffisamment fine. Donc on voit que la problématique est complexe et on est face à une situation qu'il faut traiter dans sa globalité, de notre point de vue, mais qui n'a pas de solution miracle. C'est un sujet sur lequel, à Thales, on travaille beaucoup, puisqu'on est impliqué, vous le savez peut-être, à la fois sur l'aspect concentration des données côté cloud et puis déconcentration côté terminal mobile. Donc là, on s'est amusé à vous donner non pas une copie d'écran, mais une copie de tableau authentique, je le souligne, issu de nos travaux. En revanche, une image complètement impossible à décrypter pour moi. Donc, à ce stade de la présentation, je ne vais pas pouvoir m'en tirer tout seul. Donc, je vais demander à quelqu'un de la salle, une bonne âme, de m'aider sur le sujet, si quelqu'un veut bien m'aider.
Ah, un volontaire au premier rang, heureux hasard. Donc je vous présente Louise Delabarre, Louise responsable de l'architecture de sécurité CloudWatt qui va nous détailler nos architectures de sécurité. La sécurité dans le cloud doit respecter certains principes. Pour moi, un des principes les plus importants est la sécurité en profondeur. Donc on a voulu l'exprimer sur ce slide. Et à mon avis, 3 aspects de cette sécurité en profondeur sont à mettre en exergue. Le premier, qu'on peut voir en haut à gauche, bien concerne tout ce qui est gestion des identités, des autorisations. C'est un point essentiel lorsqu'on parle de sécurité, bien entendu, mais encore plus lorsqu'on parle de cloud. Par exemple, l'utilisation de facteurs d'authentification multiples. Aujourd'hui, le marché du cloud ou les CSP ne proposent pas nécessairement des facteurs d'authentification multiples, à la limite du SMS, mais pas plus que ça. Il est important, lorsque vous êtes client d'un cloud, lorsque vous voulez mettre en place un cloud, d'être certain de l'identité, bien entendu, de l'utilisateur, puisque quelque part, toute la sécurité du cloud repose sur cette identité. On va voir aussi un point qui me semble essentiel lorsqu'on parle d'identité, d'IAM, le respect des standards ou les web services. Eh bien, lorsqu'on parle de cloud, à l'esprit vient immédiatement l'utilisation du web. Typiquement, je me connecte via un portail d'administration chez mon CSP, et puis je vais être en mesure de démarrer des VM, les arrêter, enfin créer des virtual machines. On peut faire pas mal de choses. Malgré tout, un cloud ne s'arrête pas là. Vous allez devoir pouvoir utiliser des API pour être en mesure, par exemple pour du calcul intensif, de populer 1000, 2000, 3000 VM. Donc aujourd'hui, l'authentification ne s'arrête pas à des facteurs humains, mais aussi au travers des API. Un point qui me paraît également important, c'est la fédération d'identité. Je pense qu'au niveau des entreprises avec qui on peut être amené à travailler lorsqu'on est un CSP, eh bien, il y a généralement une solution de gestion des identités. Il est extrêmement désagréable pour l'utilisateur de s'authentifier une seconde fois, pour dire une énième fois, pour pouvoir accéder à des services qui seraient hébergés par un CSP. Donc la fédération d'identité est quelque chose d'assez nouveau, malgré tout, lorsqu'on parle de cloud, et des standards émergent, comme SAML ou ce genre de choses. Donc typiquement, je vous invite à checker ou à vérifier auprès de votre CSP ou de votre futur CSP qu'il travaille sur la fédération d'identité. Un autre point, évidemment, c'est l'autorisation. Quand on parle d'identité, on aimerait également parler d'autorisation. Les solutions qui existent pour opérer un cloud ne permettent pas une granularité au niveau des autorisations. Donc le CSP doit être en mesure d'ajouter une couche permettant de gérer ces autorisations. Donc l'IAM est un point extrêmement important pour la sécurité en profondeur. Le deuxième point, c'est le cloisonnement. Évidemment, lorsqu'on parle de cloud, on parle de mutualisation. Vos CSP ou votre CSP gagnera de l'argent et sera pérenne qu'à partir du moment où il a opéré une vraie mutualisation. Donc on va évidemment mutualiser les CPU, le réseau, le stockage, toutes les ressources disponibles dans le cloud. Eh bien, des contradictions importantes au niveau de la sécurité, c'est que malgré cette mutualisation, vous devez mettre en place des cloisonnements. Ou en tout cas, votre CSP doit mettre en place des cloisonnements. Et lorsqu'on parle de cloisonnement, le premier qui vient à l'esprit, ce sont les flux. Cloisonnement au niveau des flux, des réseaux. Évidemment, je n'ai pas envie que mes données transitent nécessairement dans les mêmes tunnels ou dans les mêmes réseaux que d'autres clients importants de ce CSP. Les données, bien entendu, elles sont stockées dans le nuage, quelque part. Alors, on peut évidemment jouer sur la localisation géographique, en France, bien entendu, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aussi assurer un vrai cloisonnement des données au niveau du CSP. Et puis, un troisième point qui est souvent oublié, ce sont les processus. Eh bien, lorsqu'on parle de mutualisation de ressources au niveau d'une machine virtuelle, d'une machine physique, eh bien, chaque VM qui est exécutée correspond à des processus système. Eh bien, il faut bien s'assurer de l'étanchéité entre ces processus. Donc, le cloisonnement est extrêmement important, même s'il est orthogonal à la mutualisation que le CSP va devoir opérer. Et puis, un troisième point qui est la partie surveillance ou détection, qui, à mes yeux, est un point qui est parfois négligé. Typiquement, aujourd'hui, peu de cloud providers surveillent réellement le trafic sortant, ce qu'on appelle egress. Donc, évidemment, détecter des comportements malveillants qui sont hébergés au sein du cloud. Donc, c'est quelque chose qui semble évident, mais qui n'est pas très simple à réaliser. Donc, il faut renforcer cet aspect-là. Évidemment, la protection contre le déni de service. Aujourd'hui, une grande partie des menaces opérées contre des systèmes, en particulier des systèmes de type web, sont de type déni de service distribué ou pas.
Comportement malveillant et attaque ciblée, ce n'est pas parce que votre système serait ou sera hébergé chez un CSP qu'il ne sera pas la cible d'attaque ciblée type APT. Donc vos fournisseurs, vos CSP devront être en mesure de vous aider ou en tout cas de vous fournir des moyens pour détecter ces attaques ciblées. Donc ça, c'est un point qui me semble à mes yeux aujourd'hui maltraité auprès des CSP et qui doit être renforcé. Donc l'ensemble ou la combinaison de ces moyens nous permettent de parler de sécurité en profondeur. Je vais rentrer un petit peu dans le détail. Là, j'ai voulu symboliser un environnement avec un cloud au milieu. Donc généralement, on a une entreprise ou des personnels de cette entreprise qui vont accéder à ce cloud à travers un réseau. Et on a un point qui est non négligeable, évidemment, des gens qui vont opérer ce cloud, que ce soit sur un plan système ou sur un plan sécurité. Un des premiers risques que va devoir adresser lorsqu'on est CSP ou client d'un CSP, c'est évidemment l'humain. Il est extrêmement important qu'au niveau de l'humain, on soit en mesure de gérer ces risques, l'humain étant quelque chose d'extrêmement, étant un point assez faible de l'ensemble. Lorsqu'on parle également d'accès au cloud, on parle souvent d'accès de type HTTP, donc de client web. Évidemment, toutes les attaques classiques, cross-site scripting, phishing et autres, sont évidemment possibles, et encore plus dans le cadre d'un cloud. Les liens de communication doivent être également sécurisés parce qu'ils représentent un risque important. En termes de solutions proposées, évidemment, pour l'humain, on l'a vu un peu au travers des films en début de keynote, la formation, la sensibilisation des utilisateurs est essentielle, puisque cet élément est un des points faibles, comme je l'ai dit, de l'environnement, de l'ensemble. Les clients web doivent être sécurisés. Les liens de communication doivent être également sécurisés à travers du chiffrement. On parle de tunnel IPsec, redondance ou résistance aux attaques de type distribué. Un risque également très important au niveau du cloud, au niveau du point d'accès. Évidemment, vous allez accéder à ce cloud et donc ce point d'accès sera la cible de pas mal d'attaques, que ce soit une fois encore de type DNS service ou attaque en brute force pour la partie authentification. L'IAS et l'infrastructure vont également être la cible de certaines attaques, ou en tout cas, certains risques existent qui peuvent être aussi la conséquence d'une erreur ou d'une malveillance, comme les pannes au niveau du cloud. Les solutions qu'on peut évidemment proposer ou qu'on peut demander à son CSP, ou en tout cas vérifier qu'elles sont mises en œuvre, c'est évidemment, par exemple, du WAF. La plupart des applications, en tout cas des protocoles applicatifs qui sont utilisés dans le cloud, sont de type HTTP ou HTTPS. Donc il est essentiel de vérifier que ce protocole n'est pas vecteur d'attaque, en tout cas ne transporte pas des attaques. D'authentification forte, j'en ai un peu parlé, j'insiste sur ce point, puisque c'est un point qui va permettre véritablement de consolider, de renforcer l'ensemble. Ensuite, on va parler de cloisonnement, j'en ai dit quelques mots, chiffrement et détection d'intrusion. Quand on parle de détection d'intrusion, c'est un sujet assez classique dans le domaine de la sécurité. Malgré tout, lorsqu'on est dans le cloud, il faut la détection d'intrusion assez spécialisée, puisqu'il va falloir être en mesure de définir des politiques de détection d'intrusion assez fines, en phase avec les besoins de clients et de chaque client dans le cloud, puisqu'évidemment, chaque client a un niveau de criticité assez différent. Donc je ne peux pas appliquer la même politique de sécurité à chacun de ses clients. Et puis au niveau de l'infrastructure, évidemment, s'assurer que tout est redondé et résilient et résistant. Dernier risque, une fois encore l'humain, mais côté cloud opérateur, donc que ce soit pour la sécurité ou pour le système. Une fois encore, ingénierie. On a vu les dernières activités aux États-Unis concernant des problèmes de sécurité dans le cloud. Souvent, l'opérateur est une faille dans ce système. Et une fois encore, la parade qui permettrait d'adresser ce risque, c'est de la formation, du profiling. Lorsque je parle de profiling, vous devriez pouvoir demander à votre CSP d'avoir des profils concernant les opérateurs. De quelle origine, de quelle nationalité, et surtout, est-ce qu'on sait un peu ce qu'ils ont fait dans leur passé. C'est souvent un risque important pour le cloud opérateur et donc pour ses clients. Et une fois encore, le poste de travail de l'opérateur peut représenter une vraie faille. Une fois encore, il y a eu des problèmes de sécurité dus à, par exemple, des serveurs mail qui étaient utilisés par des opérateurs d'un cloud provider. Et à partir de là, on a pu obtenir, par exemple, des listes de clients. Donc, ça peut être assez désagréable malgré tout. En synthèse et en conclusion, j'aimerais juste ajouter le fait que, évidemment, c'est un ensemble de moyens qui doivent être mis en place pour pouvoir avoir un ensemble sécurisé. Mais l'ensemble de ces moyens sont à la fois
côté client et côté CSP. Donc c'est une vraie difficulté pour vous, puisque comme on l'a vu tout à l'heure au niveau des chiffres, on ne peut pas uniquement se reposer sur la sécurité proposée par son cloud opérateur. Il faut être aussi en mesure d'y ajouter ses propres moyens, à savoir par exemple de l'authentification forte. Merci Louise pour ce parcours. On va maintenant reprendre un petit peu de hauteur. Vous reconnaissez notre icône de liaison. On va s'intéresser maintenant à la partie en haut à droite de l'icône. Et je vous propose de voyager un petit peu dans le passé. Alors, on imagine un petit village de France rurale, début du siècle, l'odeur du poêle au fond de la salle. Et quand on a vu cette image, il y a quelque chose qui m'a frappé. Je ne sais pas si ça vous frappe aussi. Ils utilisaient tous des tablettes à l'époque. On va faire un petit zoom. On veut des iPads ou autres. Ils sont là. Alors, la technologie est là et l'écolier a grandi, mais il a toujours un certain nombre de caprices. Alors, dans ces caprices, il veut emmener sa phablette au boulot, sa phablette préférée. Il veut s'en servir pour ses besoins professionnels et privés, on l'a dit N fois. Il veut s'en servir pas seulement pour ses mails, son agenda, ses contacts, il veut s'en servir pour ses applications de travail. Et puis, il veut retrouver tout ce qu'il a fait pendant qu'il était aux assises de la sécurité, en train de pianoter sur sa phablette, sur son poste principal ou sur ses autres postes lorsqu'il sera revenu de Monaco. Et puis, comme il est très capricieux, cet écolier, il exige aussi qu'on ne puisse pas, ou très difficilement, lire les données qu'il échange à travers sa phablette, voire même ce qu'il dit dans ses communications. Il ne veut pas non plus que quelqu'un qui récupère son login et son password puisse usurper son identité. Il ne veut pas non plus que quelqu'un qui lui vole son terminal puisse accéder à ses données. Donc ça fait beaucoup de besoins. Beaucoup de besoins à prendre en compte en même temps, donc une problématique finalement plus complexe qu'elle n'y paraît, même si elle était largement débattue. Je vais me retrouver un petit peu dans la même impasse que tout à l'heure, c'est que je vais me révéler impuissant pour pouvoir creuser cette problématique. Et donc je vais à nouveau faire appel à une bonne âme parmi vous pour m'aider à décrire ces besoins. Ah, un volontaire au premier rang. Qui est Fabrice Addeville, responsable de la sécurisation mobilité chez Thales, qui va nous détailler tout ça. Bonsoir, effectivement, on va zoomer sur les aspects mobilité. Alors effectivement, Vincent a abordé le problème un petit peu sur l'angle du biode. Alors le biode, on vous farcit la tête avec ça depuis un certain temps. Et si vous regardez un petit peu le programme des assises, effectivement, il doit y avoir 11 ou 12 ateliers sur la mobilité. Tous, il y a biode dans le titre, sauf celui de Thales qui aura lieu demain. Donc si vous voulez changer un petit peu, à voir le sujet de la mobilité, mais un petit peu plus large que le biode, voilà, ça sera l'occasion. Mais effectivement, pour nous, le biode n'est qu'un subset, un sous-ensemble de la façon de faire de la mobilité d'entreprise. Et donc, on va essayer de prendre un peu de hauteur par rapport à ça. Et Patrick Pailloux, je pense, a été très clair ce matin sur les enjeux liés à cette pratique. Donc, on va aborder ça un peu. Et puis, on va se dire, en fait, c'est quoi le problème aujourd'hui, en fait, au-delà des devices, au-delà des terminaux, c'est que il y a un vrai changement de contexte. La mobilité, ça a commencé en entreprise, on va dire, au milieu des années 2000 avec effectivement BlackBerry qui a été le premier à apporter le service de manière crédible sur des services limités, on va dire ce qu'on appelle le push mail. Est-ce qu'on en est encore là aujourd'hui? Est-ce que c'est encore ça le besoin aujourd'hui? Finalement, ça fait 7-8 ans. Est-ce que c'est encore ça le besoin aujourd'hui? Probablement non. C'est même certain, c'est non. Pourquoi? Parce que le push mail, c'est bien, de recevoir ces mails, c'est bien, on est informé. Mais la capacité d'action, elle est limitée. On peut répondre aux mails, mais on ne peut pas agir. On n'a pas les outils pour agir. Donc on est informé, on peut éventuellement répondre, mais on n'est pas dans le productif. Pour franchir l'étape supplémentaire, en fait, effectivement, les gens, maintenant, ils veulent avoir des outils pour pouvoir agir. Ils veulent avoir accès à des applications métiers sur un mobile. Ils veulent pouvoir, des choses toutes bêtes, mais signer des notes de frais, signer des congés,
avoir accès à des reportings financiers, les suivis clients. Ils veulent avoir accès à leur ERP, à leur CRM. Donc on va bien plus loin, je dis, en termes de besoins de mobilité que le push mail. C'est vrai pour les cols blancs qui ont besoin d'agir. C'est vrai aujourd'hui pour les cols bleus, les employés, parce que le smartphone et la tablette aujourd'hui, c'est plus seulement les cols blancs. On est en train de descendre sur les métiers, les gens qui sont sur le terrain, la maintenance, les gens dans les rayons, dans les magasins, les gens qui font du paiement, de la livraison, la logistique. Tous ces gens-là aujourd'hui s'équipent de smartphones et de tablettes. On n'est plus dans le push mail, là. On n'est plus dans le mail, on n'est plus dans la voix. On est dans l'applicatif, on est dans le métier. Et tout ça va falloir le sécuriser. Tout ça, ça change complètement la donne. Aujourd'hui, on ne peut plus raisonnablement répondre à ces besoins-là avec des applications de type push mail. Ça ne répond plus aux besoins. Alors, pour pouvoir faire tout ça, vous avez besoin d'avoir des applications sur les smartphones. L'essence même des smartphones et tablettes, c'est les applications. Les stores, les fameux stores. S'il n'y a pas d'application, il n'y a pas de smartphone. Demain, vous fermez l'App Store, vous fermez Google Market, il n'y a plus de smartphone, il n'y a plus de tablette. C'est ça la raison d'être. Alors, le premier réflexe, effectivement, c'est de dire souvent, oui, mais moi, mes applications, elles sont webisées, donc je mets un navigateur web avec accès intranet et puis j'ai résolu la question. C'est pas vrai. C'est pas vrai parce que, tout simplement, vous avez tous essayé de naviguer sur Internet avec un smartphone ou une tablette, c'est juste pas fait pour ça. L'ergonomie, elle n'est pas bonne. D'ailleurs, regardez bien, si vous allez sur un site d'information à titre d'illustration, vous allez sur des sites de journaux, vous allez sur Le Monde, Le Figaro, Les Échos, etc. Vous avez un site web, vous pouvez aller sur le site web des Échos avec votre smartphone, vous pouvez y aller. Pourtant, ils ont bien mis sur Google Market, sur Google Play ou sur l'App Store une application, Les Échos. Pourquoi? L'information, c'est la même, mais c'est l'ergonomie qui est différente. L'application, elle vous permet d'avoir accès aux services web avec une ergonomie adaptée au terminal. Donc le navigateur ne permet pas ça. Et donc quand vous allez monter dans la valeur métier sur les smartphones et les tablettes, quand vous allez donner accès à ces applications-là qui sont webisées, vous n'échapperez pas au fait d'avoir les applications dédiées sur le device, au moins pour des raisons d'ergonomie. Et ça, va falloir le sécuriser. Et ces applications-là, il va falloir les sécuriser, on n'est plus dans le push mail. C'est ça l'enjeu aujourd'hui. C'est comment on sécurise ces applications qui sont beaucoup plus riches, beaucoup plus sensibles. Effectivement, si on se fait choper son mail, c'est une chose. Si celui qui a récupéré le terminal, il peut accéder à l'ERP, il peut accéder à la CRM, c'est nettement plus embêtant. Donc on est sur un niveau de sensibilité qui n'est plus du tout le même. Là. Et donc là, il va falloir se poser le problème de comment on sécurise ce périmètre applicatif-là. Alors le cycle de vie d'une flotte mobile, vous le connaissez aussi bien que moi, c'est très complexe, Vincent l'a dit. Il y a la logistique, les appros, les fournisseurs, les opérateurs, etc. Gérer un stock, va falloir configurer le parc, va falloir pouvoir appliquer des politiques de sécurité, politiques de gestion, puis on met tout ça avec quelque chose qui s'appelle la sécurité. Et une fois qu'on l'a déployé, une fois qu'on a fait toute cette logistique, comment on sécurise et comment on sécurise quoi? Ce qu'on veut sécuriser, c'est le patrimoine de l'entreprise. Il n'y a aucune entreprise qui peut sérieusement prétendre ne pas avoir un patrimoine sensible. Il y a au moins la finance, des clients, des projets, des savoir-faire, des compétences, une propriété intellectuelle. Il n'y a personne qui peut prétendre aujourd'hui dire qu'il n'a pas ça. C'est l'ADN de l'entreprise, c'est sa raison d'être. Si elle n'a pas ça, elle n'existe pas. Donc c'est ça, c'est le patrimoine qu'il faut sécuriser. Juste un chiffre, 5000. 5000 environ, c'est, d'après les administrations françaises, c'est le nombre d'entreprises qui, chaque année, en France, font l'objet d'opérations de ce qu'on appelle pudiquement de l'ingérence économique. 5000. On n'est pas dans le CAC 40, on n'est pas chez Thales, 5000. 50 par département. 1%. C'est ce qu'on estime la perte en France, 1% du PIB chaque année en termes d'impact de ces opérations d'ingérence économique. 1% du PIB. Encore, c'est une estimation, on peut pas. C'est ça l'enjeu, c'est ça dont on parle. Donc personne ne peut dire aujourd'hui qu'il n'est pas concerné. Aucune entreprise sérieuse ne peut aujourd'hui prétendre ne pas avoir d'informations confidentielles. Ça n'existe pas. Pourtant, on l'entend souvent. Ah oui, mais vous êtes à l'aise, c'est différent. Non, 5000 par an. Alors, c'est quoi la sécurité sur une flotte mobile?
on enfonce une porte ouverte, c'est multicouche, effectivement. Alors vous allez commencer, on va partir du device, du terminal. Qu'est-ce qu'il faut faire? Premièrement, on gère la flotte, effectivement, on gère le flotte physiquement, le MDM, le fameux Mobile Device Management, le MDM. Vous savez quel parc, quel type d'OS, quel modèle, vous savez quelles sont les applications déployées, etc. etc. Bon. Vous avez une photo de votre population, un recensement, c'est nécessaire. Quand vous avez fait ça, vous n'avez toujours pas protégé votre patrimoine. La protection de la plateforme. Antivirus, anti-spam, firewall, bah oui. 99% des ordinateurs sont équipés de ça aujourd'hui. On n'échappera pas au fait que 99% des plateformes mobiles le seront également à terme. Aujourd'hui, c'est très peu, c'est de l'ordre de moins de 25%. Donc oui, ça sera nécessaire. Ça le sera encore plus. Les éditeurs se lancent dedans. Quelques inconvénients, à chaque fois, c'est dans le cloud. Voilà, donc l'antivirus du fichier, il envoie le fichier dans le cloud, on ne sait où, pour vérifier qu'il n'y a pas de virus. Bon, est-ce qu'on a protégé son patrimoine? Non. On a protégé la plateforme, on n'a toujours pas protégé son patrimoine. Le patrimoine de l'entreprise, c'est des applications, c'est des données, donc on n'échappe pas sur une plateforme à containeriser ce patrimoine-là. Le conteneur professionnel, le protainer, comme disent les anglo-saxons, c'est une tendance qui est lourde, et je pense qu'effectivement, on n'échappera pas à ça. C'est la solution. On sanctuarise sur un terminal un environnement professionnel auquel on accède avec une authentification, qui est chiffré localement, qui ne communique qu'avec le SI à travers un VPN, etc., etc. Donc cette tendance-là, elle est réelle, et c'est, je dirais, l'axe sur lequel on travaille principalement chez Thales. Et puis, j'ai rajouté le chiffrement de là-bas, parce qu'effectivement, ce qu'on veut protéger, c'est le patrimoine de l'entreprise, c'est l'information, et si on veut aller au bout de la logique, cette information, on doit la protéger dans tous ses contextes d'utilisation. À quoi bon sert de chiffrer un email ou une donnée sur le terminal si, en même temps, quand on manipule cette information à travers une communication vocale, on la passe en clair? On a, dans l'absolu, tant qu'on n'a pas tout protégé, on n'a rien protégé. Voilà. Les gens qui veulent l'information, ils sauront la trouver là où elle n'est pas protégée. Pardon. Donc voilà un petit peu tout ça, et tout ça, ça existe sur les PC aujourd'hui. Voilà, c'est tout. Et on n'échappera pas au fait que ça sera pareil sur les devices mobiles. Alors comme j'ai dit, nous, on travaille sur, effectivement, on parle beaucoup de dualité pro-perso, c'est ça l'enjeu aujourd'hui. Les gens, ils ont leur smartphone ou leur tablette personnelle. Donc vous pouvez, cette sanctuarisation pro-perso, vous pouvez avoir une approche qui dit, je sanctuarise par des terminaux différents. Je leur donne un terminal professionnel, c'est un deuxième terminal, etc. C'est une approche. C'est une approche. Les gens, ils auront toujours avec eux leur terminal personnel. Ils ne le laisseront pas chez eux, ils l'auront avec eux, leur smartphone et ou leur tablette. Si vous leur donnez un autre terminal, ils en auront au moins un deuxième. 2 smartphones et ou 2 tablettes. Vous imaginez le truc. Vous pouvez être sûr d'une chose, c'est que le perso, ils l'auront toujours, le pro, ils ne l'auront pas forcément toujours. Donc cette sanctuarisation-là, par le terminal, elle répond à certains cas de sécurité très précis où l'acceptation de la contrainte est forte. Mais dans 99% des cas, le collaborateur lambda, il ne veut pas avoir de terminal. Il veut en avoir un seul, il veut gérer son ubiquité sociale, on va appeler l'ubiquité sociale, sur un seul terminal. Donc cette sanctuarisation, il va bien falloir être capable de la gérer sur un seul terminal, de façon à augmenter l'acceptation et l'adoption de la sécurité. Et c'est là-dessus qu'on travaille chez Thales. Donc sanctuariser la partie professionnelle sur un terminal, ça veut dire effectivement ce protainer avec le bureau, les applications qui sont complètement isolées du reste du terminal, la partie personnelle, l'OS. Et puis effectivement, il n'a qu'une seule sortie, c'est vers des services qui sont dans le cloud. Alors dans le cloud, au sens large, ça peut être aussi une entreprise, ça va être un cloud privé, un cloud public. Et cet accès doit aussi être protégé. J'ai bien dit cloud, j'ai pas dit NOC. On est bien d'accord. Alors c'est vrai que Michel, dans le film, il aime bien les NOC, avec les push-mail et tout. C'est facile, c'est pratique. Bon, NOC et sécurité, ça va juste pas ensemble. D'accord. Donc, et là, on fait le lien avec le cloud, donc, et les enjeux de sécurisation
des serveurs qui sont à distance, parce qu'effectivement, ces terminaux-là ont vocation à se connecter à des serveurs et les données, les applications sont à distance. Je vais repasser la main à Vincent pour la fin du keynote. Merci Fabrice. Donc, je crois que tu animes un atelier demain matin. Demain, 11h45, on rentrera un petit peu plus dans le détail sur un panorama des différentes approches possibles, comment nous, on voit le marché, comment on le segmente, quelles sont les solutions qui existent, à quel type de cas de mobilité elles s'appliquent, d'usage. Donc on essaiera de vous donner notre vision de ce marché de la sécurité en mobilité. Merci Fabrice. Alors, one more thing. En préparant ce propos, on s'est rendu compte finalement que Thales était très connu dans le monde de la défense, mais finalement assez peu pour son activité de IT sécurité civile. Alors, sans pour autant vous rabattre les oreilles avec des tas de références, je ne peux m'empêcher de vous en partager quelques mots, plutôt quelques chiffres en vrac sur le sujet qu'on va regarder ensemble. Alors mon premier tirage de chiffres, c'est le chiffre numéro 1. Thales possède et opère un laboratoire CESTI. Pas forcément connu. Le chiffre 9, vous ignorez sans doute que 9 des 10 plus grandes sociétés de technologie au monde utilisent les produits de sécurité, Thales Security, de Thales. Chiffre 70, on estime un peu dans la même veine que 70% des transactions bancaires mondiales sont sécurisées par des éléments du portfolio IT Security de Thales. Et je ne parle pas des terminaux de paiement, je pense aux Security Appliances qui vont vous garantir l'authentification de vos transactions bancaires. Le chiffre 100, plus de 100 clients nous ont fait confiance et ont fait confiance à notre équipe de hackers éthiques pour des tests de pénétration. 2001, Thales opère un Security Operations Center depuis 2001 pour le bénéfice de ses clients. Et puis, pour finir avec tous les digits allumés, on considère que plus d'1 million de téléphones IP d'entreprise bénéficient aujourd'hui d'un complément de sécurité Thales et sont déployés en entreprise. Voilà, donc j'arrive à la conclusion de notre exposé. J'espère vous avoir convaincu à travers les interventions de Louis et Fabrice aussi que les problématiques de sécurisation d'architecture cloud et mobile étaient indissociables, devaient être traitées dans leur globalité. Je vous propose de continuer à en débattre au cocktail et puis dans les jours qui viennent. Et puis d'ici là, je vous remercie pour votre attention. Alors on avait commencé par une vidéo, on vous propose maintenant le générique de fin. Donc vraiment cette compatibilité avec des moyens de sécurité d'infrastructure importantes et quel que soit le device évidemment. Et aujourd'hui malheureusement c'est encore un rêve pieux sur le sujet. La sécurité ne doit pas être un frein à l'innovation, à la créativité. On a une intégration de plus en plus forte du juridique. Cette prégnance du juridique qui est là et qui guide beaucoup de nos actions, je pense que c'est une donnée, je n'avais pas la perception qu'elle était, que c'était quelque chose qui était aussi imbriqué à la sécurité auparavant. Le premier sujet, c'est arriver à convaincre la direction des systèmes d'information, puis la direction générale de l'entreprise ou du groupe, que effectivement la sécurité des systèmes d'information est une fonction à la fois importante, qu'elle a besoin de se transformer, qu'elle a besoin d'évoluer. Mimi, shell. Ah, il ne peut pas le trouver celui-là.